Bonjour à toutes et tous. Bienvenue à cette présentation sur la gestion des autorisations. Je vous propose de me suivre pour un voyage de 15 minutes dans le monde foisonnant de l'IAM, la gestion des identités et du contrôle d'accès. Si ça veut bien passer. Voilà. Depuis une dizaine d'années, l'adoption massive d'OpenID Connect a modifié en profondeur la façon dont on gère l'authentification dans nos applications et c'est vraiment tant mieux. Les applications sont globalement plus sécurisées lorsqu'elles délèguent l'authentification à un service spécialisé. C'est également beaucoup plus simple de faire bénéficier les utilisateurs finaux des innovations lorsque l'authentification est gérée par un composant centralisé. Et on assiste exactement au même phénomène avec un décalage de quelques années sur la gestion des autorisations. Et ça vise également à externaliser la logique de contrôle d'accès des applications afin de la centraliser dans un composant spécialisé. C'est ce que nous allons voir dans les prochaines minutes. Alors, pourquoi c'est important ? Tous les 4 ans, l'OWASP publie un classement des principales vulnérabilités. La dernière édition remonte à 2021. La précédente donc à 2017. L'édition de 2021 voyait en numéro 1 le contrôle d'accès, donc les failles dans les systèmes de contrôle d'accès. Auparavant, en 2017, cet item-là occupait la 5e position. Et environ 4% des applications testées présentent des failles donc dans les mécanismes de contrôle d'accès. Ça peut paraître un chiffre relativement faible, c'est quand même pas négligeable. Il est possible que ce problème ne concerne pas uniquement votre voisin. Mais c'est pas tout en fait. Il y a le sujet des bugs ou des failles de sécurité, mais implémenter la logique d'autorisation dans chaque application, ça a également d'autres inconvénients. Oui. En particulier, ça crée des incohérences. Ça crée des incohérences entre applications. C'est également très compliqué de savoir qui a réellement accès à quoi lorsque chaque application, chaque composant implémente sa propre mécanique. Alors, jusqu'à présent, j'ai parlé de contrôle d'accès, j'ai utilisé également le terme d'autorisation. J'aurais aussi bien pu parler d'habilitation, de droit utilisateur ou de permission. À mon sens, tout ça, ce sont des termes qui sont synonymes les uns des autres. Mais de quoi on parle au juste? Alors, je vais me lancer dans une tentative de définition. Une autorisation, c'est un droit pour un sujet d'effectuer une action sur une ressource dans certaines conditions. Et on va illustrer cette petite définition avec quelques exemples. Donc là, quelque chose d'assez classique. Un développeur a le droit de commit sur les repos de son équipe. Alors on voit que la condition s'exprime à 2 endroits. D'abord, l'utilisateur a un rôle, développeur, et il a également une relation avec la ressource indirecte, donc par le biais de son équipe. C'est des choses assez classiques. Un deuxième exemple, un dernier exemple pour illustrer cette notion. Une application notification peut consommer des topics dont le nom commence par notif. Donc là, on voit que la condition s'applique sur un attribut de la ressource. Et on voit aussi que le sujet n'est pas forcément un humain. C'est quelque chose qui possède une identité.
Je vais prendre 1 minute ou 2 minutes pour faire une brève histoire du contrôle d'accès. Euh, les ACL furent vraiment le premier modèle à vraiment s'imposer on va dire, en entreprise. C'est quelque chose de très puissant qui permet de très finement appliquer des droits sur chaque ressource. Le problème, c'est que ça devient vite ingérable. Sur ce constat, d'autres approches ont été imaginées et déployées en entreprise. Donc Airback, donc système basé sur un modèle basé sur les rôles, donne beaucoup plus de visibilité, mais a d'autres problèmes, une plus faible granularité et au final, comme il y a besoin de cette granularité, on a constaté assez rapidement une explosion du nombre de rôles. On faisait des micro-rôles et finalement on revenait un petit peu à la case départ. Dans les années 2000, une nouvelle approche émerge, ABAC, donc, un modèle basé sur des attributs. Son avantage, c'est qu'il est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus fin, mais assez complexe à mettre en œuvre, et finalement il n'a pas connu il a connu un essor, mais pas aussi important que les deux précédents. Et enfin, on arrive dans les années 2010 avec le modèle Reback, donc un modèle de contrôle d'accès basé sur les relations, qui commence à devenir vraiment tendance. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, puisque le monde de la sécurité n'est pas étanche aux autres approches. Et depuis les années 2015, on constate que la gestion des autorisations et finalement où les règles qui tournent autour sont finalement un artefact comme un autre et se gèrent comme du code. Ça se versionne, ça se déploie. C'est une tendance de fond que vous avez peut-être déjà chez vous, et en tout cas que vous verrez arriver dans les prochaines années. Alors, le contrôle d'accès, ça se base sur une architecture de référence. Je vais l'illustrer avec un exemple. Alice veut lire un fichier XYZ, donc elle clique sur son application préférée de gestion documentaire. Cette application, elle est implémentée en Java avec Spring Security. Donc le contrôleur est annoté avec une annotation Spring Security, un pré-authorize qui va déléguer la demande à un moteur d'autorisation qui est chargé de répondre oui ou non, est-ce que cette demande est autorisée. Pour ça, il va s'appuyer sur un référentiel de règles et également sur des données. La partie données est la plus complexe à mettre en œuvre. Le moteur fait son travail, il va répondre oui ou non, c'est autorisé. Spring Security va soit laisser passer, et dans ce cas-là, ce sera un OK, Alice va récupérer son fichier, ou ce sera interdit. Et là, c'est Spring Security qui répondra 403 Forbidden. Alors, chaque composant a son petit nom. Les applications s'appellent Policy Enforcement Point, PEP. L'Authorization Engine s'appelle Policy Decision Point. Je le cite parce qu'on reverra ça un petit peu tout à l'heure. Alors maintenant, je vais parcourir rapidement les langages d'autorisation. Alors il en existe beaucoup. Je vais me concentrer sur 4 langages et je vais commencer par en citer 2 rapidement, et ensuite on regardera un petit peu plus en détail les 2 suivants. Alors le premier, je fais n'importe quoi. Le premier, c'est XAML, qui est apparu au début des années 2000 et qui a connu des évolutions jusque dans les années 2010. C'est une spécification qui est hébergée par la fondation Oasis.
Et qui a défini à la fois un langage d'autorisation, mais également une architecture de référence que je vous ai présenté sur le slide précédent. Un langage écrit en XML, c'était cool au début des années 2000, c'est moins sympa aujourd'hui, et pourtant ça reste un langage qui est très très puissant, et dont les autres langages que j'ai présentés se sont quand même assez largement inspirés, et c'est toujours actif. Le deuxième que je vais vous présenter, c'est un projet qui est hébergé par la fondation CNCF, Open Policy Engine, et le langage c'est Rigo. Également un langage très très puissant, mais assez complexe à maîtriser. C'est un projet que vous avez ou vous allez croiser, en particulier dans le domaine de l'infra, mais pas que. Alors, maintenant, on va s'intéresser à Zanzibar. En 2019, les ingénieurs de Google ont publié un document décrivant les principes de fonctionnement de Zanzibar. C'est le système qui est chargé d'évaluer les demandes d'accès à des centaines de services de Google, que ce soit YouTube, Google Docs, Photos. Littéralement, c'est le système de gestion des autorisations internes de Google qui gère des milliards, des milliards de milliards d'autorisations et qui gère des dizaines de millions de demandes d'autorisation par seconde. Alors immédiatement, ça a beaucoup intrigué. C'était juste un papier d'une dizaine de pages, mais ça a suscité beaucoup d'intérêt. Et en particulier parce que ça réactualisait le système des ACL, mais en le combinant avec une notion de relation. Alors, on va illustrer ça. Alors, très classiquement, on peut définir des relations directes. Donc là, on a Alice qui est propriétaire du fichier A et Bob qui est lecteur sur le fichier A. Là, finalement, on est dans un système d'ACL assez classique. Là où ça devient beaucoup plus intéressant, c'est sur les relations indirectes, puisque on peut définir également des relations de type Alice est membre d'une équipe, Bob est membre, il se trouve, de la même équipe, et les membres de cette équipe ont un accès en lecture au fichier A. Alors là, c'est une relation finalement assez classique, mais assez simple, puisqu'on est sur un étage, on peut avoir n étages et des choses beaucoup plus sophistiquées. Zanzibar, c'est un papier d'une dizaine de pages, mais ça a suscité beaucoup d'intérêt, et depuis sa sortie, il y a pas mal de projets open source qui ont apparu. Voilà. J'en dis pas plus là-dessus. Le dernier langage sur lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est le plus récent, sorti en 2022. Là, il vient de l'univers AWS, et c'est un langage qui est très, très simple, mais très expressif. J'accélère pour avoir le temps de vous dire quelques mots sur OpenID Auth0. On a commencé cette présentation en parlant de OpenID Connect. Maintenant, on va parler de OpenID Auth0. C'est un groupe de travail qui a été créé en 2024, qui est très actif au sein donc de la fondation OpenID, et dont l'objectif est de standardiser le domaine des autorisations afin de garantir un bon niveau d'interopérabilité, puisqu'on a vu quand même l'écosystème est assez riche, il y a pas mal d'éditeurs, je vais vous les montrer juste un petit encart publicitaire juste derrière, afin de reconcentrer tout ça et de permettre à ce domaine de se consolider. Ce groupe de travail propose de normaliser des API, et là finalement on voit une première formalisation
qui est très simple. Il s'agit juste de définir le protocole d'une demande d'autorisation et la réponse. Je vous invite vraiment à regarder ce sujet. Et donc, pour finir, le petit encart publicitaire avec tous les acteurs, j'espère ne pas en avoir trop oublié, tous les acteurs du domaine. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention.